Regardez, ce décor est magnifique, il est sublime. C'est celui de tous les westerns. Nous sommes dans le sud-ouest des États-Unis, dans le sud de l'État de l'Utah, tout proche de l'Arizona. Ce qu'il faut bien voir qu'ici, c'est un livre de géologie grand ouvert. Imaginez la situation. Il y a 250 millions d'années, là, nous étions au fond d'une mer qui a empilé les sédiments. Et il y a 10 millions d'années, eh bien, la mer a disparu et le sol est remonté. Et là, l'eau a fait son gigantesque travail d'érosion qui vous donne ce paysage. Autrement dit, nous sommes ici sur les bords d'une pile d'assiettes. Si l'assiette est tendre, vous voyez, c'est ce sol mou, c'est une vallée. Si l'assiette est dure, par contre, regardez, cela donne ces magnifiques falaises rouges. Or, ce décor, c'est celui des westerns, mais c'était également celui de la planète Mars. C'est-à-dire, à quelques détails près, on se croirait sur la planète Mars. Et regardez bien, voilà pourquoi, sous l'égide de la Mars Society, un groupe de chercheurs a installé ici ce laboratoire pour vivre dans les conditions de la planète Mars. Aujourd'hui, c'est un équipage mixte européen et américain, commandé par un Français, un géologue, journaliste également, Charles Frankel. Je vous invite à un séjour à bord de cette station spatiale, la MDRS, pour Mars Desert Research Station. Et ça, c'est pour 15 jours. Ça y est, les affaires sérieuses commencent. Visite guidée en compagnie du commandant de bord, Charles Frankel. Et Derek Shannon de l'Université de Californie qui s'intéresse à la biologie, les biologistes, très important, la recherche de la vie sur Mars, bien sûr. Bonjour. Et maintenant, nous montons au deuxième étage du module, qui comporte effectivement un étage inférieur labo. L'étage supérieur, c'est la salle, évidemment, commune, la salle de vie, où vous avez également la salle de travail, de commandement, et les espaces individuels, très exigus. C'est à peu près comme un sous-marin, d'ailleurs. L'espace est très compté à bord d'un vaisseau spatial. Et voici l'espace cuisine, très peu de consommation d'eau, bien sûr, toujours très important sur Mars, mais quand même, on a tout ce qu'il faut en ustensiles en réserve pour une longue mission. Et puis, surtout, la rangée du centre de contrôle, ce qu'on appelle la rangée Ethernet, c'est celle où on communique donc avec la Terre par les ondes radio. Stacy Cusack, qui travaille à la NASA, d'ailleurs, au centre de contrôle de la NASA avec la Station spatiale internationale, est ici pour nous apprendre plein de choses sur le fonctionnement d'une mission. Et puis Hilary Bowden, qui est une spécialiste des voyages en conditions extrêmes, des expéditions en conditions extrêmes du Royaume-Uni. L'eau est très précieuse sur Mars, et donc l'eau usagée, on va la recycler. Par des canalisations, elles arrivent dans la serre. Alors cette serre, elle sera installée par des cosmonautes, bien sûr, en scaphandre. L'eau arrive par tout un système de pompes dans des bassins de décantation successifs avec des filtres. Et cette eau, elle est purifiée par des jassins d'eau, par de la végétation qu'on apportera depuis la Terre, qui fourniront d'ailleurs de l'oxygène en plus à la serre, parce qu'elle va commencer avec un environnement de gaz carbonique martien. On sera en scaphandre au début. Et cette eau, finalement, aboutit dans un dernier bassin où elle est à peu près propre, puisque les plantes auront mangé tous les détritus, et elle repart au module où on l'utilise pour des tâches ménagères. Avantage également, ça fabrique de la biomasse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir consommer cette matière végétale. Bien sûr, pour le moment ce sont des jacinthes d'eau, mais on peut envisager que bien sûr dans cet environnement chaud avec beaucoup d'eau, on aura des cultures potagères. Ça y est, cette fois-ci tout est prêt. On va commencer la simulation martienne, 15 jours à l'intérieur de l'habitat, en circuit fermé, et la prochaine fois qu'on sortira, on sera en scaphandre. Parce que maintenant, l'extérieur, c'est la planète Mars, c'est dangereux, il n'y a pas d'air, et on va explorer le site. Alors d'ici là, au revoir la Terre. À chaque jour, son plan de travail, avec cerise sur le gâteau, la sortie dans l'espace, ou plutôt sur Mars. Mais tous sont animés par la même passion. Tous jouent aux Martiens, l'espace de 2 semaines. Avec les conseils de Robert Zubrin, qui est à l'origine de ces stages, c'est le dur apprentissage du métier d'astronaute et la séance d'habillage. Zubrin, c'est un brillant ingénieur de l'astronautique avec le génie du professeur Tournesol. Ces combinaisons sont faites en toile, ok? Les bottes viennent de l'armée américaine. Ce sont des bottes pour le froid. Les casques proviennent de différents équipements en plastique.
Et vous pouvez vous rendre compte à quel point les astronautes sont coupés du monde extérieur avec ces combinaisons. On ne peut pas bien entendre, on ne peut pas bien sentir. On est un petit peu comme dans une bulle. Voilà les sensations que connaîtront les astronautes. Cela limite fortement les capacités de perception. Et puis cela donne une idée de ce qui est possible ou pas, de ce que l'on peut faire ou non. Vous l'imaginez bien, dans ce genre de mission, le moment tant attendu par tout l'équipage, c'est ce qu'on peut appeler la sortie dans l'espace, ou plutôt la sortie sur la planète Mars. Alors je vous rappelle, nous sommes dans des conditions de simulation et nous reproduisons aussi fidèlement que possible les conditions de vie dans un module posé sur la planète Mars. Alors, qui dit sortie à l'extérieur, dit, vous l'avez vu, habillage, combinaison, également dans le dos, le nécessaire de survie avec l'eau. Et puis, dernier élément, le plus important, là Pierre-Emmanuel va m'aider, c'est le casque. On branche les arrivées d'air qui permet à la fois de respirer et de ventiler le casque pour maintenir une température acceptable. Et là, il y a dans le dos, vous voyez, des ventilateurs qui assurent la circulation d'air. Et là, Pierre-Emmanuel est en train de me brancher l'alimentation en eau qui me permet de boire. On a pensé, il faut penser à tout dans une sortie dans l'espace sur la planète Mars. Il y a dans une sortie, il y aura une consigne de sécurité intangible. Toujours, parce que bien sûr, on fait une simulation ici, mais avant tout, il ne faut pas se blesser. Et ce sera la même chose sur Mars. Ce sera encore plus important sur Mars. Ici, vous pouvez tomber, déchirer votre combinaison, casser votre casque, vous ne mourrez pas. Sur Mars, vous êtes mort en quelques secondes. Ce n'est pas le vide absolu, mais c'est tout comme 7 millibars de pression. C'est la pression que vous avez à 40 km d'altitude. Donc, la mort certaine. Pourquoi ce site est-il intéressant ? Eh bien, comme tu vois, Michel, c'est très stratifié. Tu as là des centaines de millions d'années, qui sait, 100, peut-être 200 millions d'années de stratification qui nous donne une histoire de la planète. Ici, c'est comme un gâteau à 1000 feuilles. Chaque feuille représente quelques millions d'années. Alors, ça te raconte l'histoire de la planète. Sur Terre, d'accord, on la connaît, on l'a déjà étudiée et encore. Sur Mars, on ne la connaît pas encore, l'histoire de la planète. Et on veut trouver des endroits comme ça, il y en a plein sur Mars, où on va pouvoir déchiffrer, couche après couche, ce qui s'est passé. Sans doute de l'eau a déposé ces couches. L'eau, elle ne peut pas être en surface. Correct. Y a-t-il des chances de la trouver en profondeur et qu'on la voit apparaître sur les flancs des collines ? Absolument. L'eau ne peut pas être liquide à la surface de Mars en ce moment parce qu'il n'y a pas assez de pression. Mais plus on descend dans les couches profondes de Mars, plus il y a de la pression, c'est-à-dire le poids des roches dessus, plus il fait chaud d'ailleurs en plus. Donc l'eau peut devenir liquide à partir de quelques centaines de mètres. Et elle peut jaillir comme une source sur Terre à flanc de montagne, en déposant d'ailleurs des micro-organismes, s'il en existe sur Mars, à l'état ensuite de fossiles parce qu'ils seraient gelés, et on les retrouverait dans les sédiments à flanc de montagne. Une mission, une sortie, ça durera combien de temps ? Oh, ça dure de plusieurs heures, ça dure 2 heures, c'est un minimum, comme on vient de faire. On peut aller jusqu'à 5-6 heures, c'est-à-dire la limite à peu près d'une réserve d'air, avec un peu de marge de sécurité. On peut pousser jusqu'à 7 heures comme sur la Lune, mais c'est épuisant. On l'a vu. Alors on va rentrer dans le sas, et le temps de repressuriser de l'autre côté, on sera à nouveau back home, sweet home, sur Mars. Après vous, mon cher. Ah, ça fait du bien de respirer. Fait du bien. Alors, apparemment, ça a l'air d'un jeu. En fait, c'est pas vrai. Pourquoi ? Parce qu'au cours de cette petite sortie extravéhiculaire, c'est-à-dire sur la planète Mars, j'ai découvert 3 choses. 1, pour moi, que les gants étaient inadaptés. J'ai du mal à saisir les objets. Et oui, ça c'est un problème pour un scientifique qui doit tâter le terrain. C'est clair. Bon,
On voit ensuite les roches au laboratoire, mais on perd quand même le sens de la dextérité. Et pour manœuvrer les appareils scientifiques, les instruments, c'est la même chose. Les boutons, bien sûr, vont être conçus en fonction. Deuxième chose, le bonnet. Eh bien, le bonnet, ce qui s'est passé, c'est que le bonnet m'est tombé dans les yeux et à un moment, je ne voyais plus rien. Eh bien, pour remettre un bonnet sans ouvrir son casque, car à l'extérieur, c'est le vide, c'est une sacrée gymnastique. Et puis la troisième chose, Charles, la buée. La buée. Mon bonnet est trempé et la buée et on ne peut pas, nettoyer l'intérieur, on ne peut pas passer la main. Au retour, c'est le débriefing. Chacun fait part des petits problèmes qu'il a rencontrés, comme Stacy, qui a connu des problèmes de télécommunication radio avec les autres membres de l'équipage. Derek est intarissable sur la découverte d'une roche vieille de 150 millions d'années qui porte les premières traces de la vie. But they sure look like them, don't they? Ce qui est intéressant dans cette roche, en fait, c'est sans doute ce qu'on appelle un stromatolite. Sans doute, il faudrait encore bien l'étudier. C'est-à-dire une forme fossile d'une créature marine à base de bactéries qui s'amoncelle couche par couche comme un oignon. Les premières formes de vie fossiles sur Terre sont souvent des stromatolites qui remontent à 3 milliards d'années. Si on trouvait quelque chose comme ça sur Mars, ce serait le gros lot. Et vous voyez, on a trouvé ça au bout d'une heure de marche. En moins d'une heure, il est tombé dessus en 10 minutes. Et un robot n'aurait jamais trouvé ça. Vous lui auriez donné à l'heure actuelle 30 ans pour fouiller autour du module, alors que nous, ça nous a pris 10 minutes. Là est l'avantage de l'homme sur Mars par rapport au robot. Et la vie continue, rythmée par les sorties sur la planète Mars, les débriefings et la séance de communication avec la Terre, disons, avec un centre de contrôle situé près de Denver, dans le Colorado. Tous ici savent qu'ils peuvent communiquer que par ordinateur, qu'obligatoirement, il s'écoulera 10 minutes entre l'envoi et la réception d'un message. De jour en jour, les missions se font plus techniques. Ici, Alain Souchier et Derek Shannon vont tester le robot chargé d'ausculter les flancs des falaises. L'idée est simple. Sur le chariot, 2 caméras. L'une filme le flanc de la falaise, l'autre les roues pour savoir dans quel sens il bouge. But de l'opération, sélectionner les sites intéressants avant d'y envoyer en toute sécurité des hommes. Et cela apparaît immédiatement après visionnage des cassettes. La mission touche à sa fin. Cadeau du Père Noël, Zubrin, des quads qui, à l'image de la Jeep lunaire, permettent d'étendre la zone d'exploration. Et c'est ainsi qu'il découvre, à quelques kilomètres du module, le cratère formé par l'impact d'un astéroïde. Grandiose. Mais que doit-on penser de ces bibendums qui jouent ainsi aux Martiens dans un coin de désert de l'Utah? Il y a des gens qui nous prennent pas trop au sérieux. Il y en a qui sont vraiment passionnés par ce qu'on fait et qui suivent tout ça sur le net et dans la presse. Il y a les scientifiques qui sont très intéressés, puisque nous avons des personnes de tous les horizons qui viennent travailler, de la NASA, des universités, et donc il y a du travail très sérieux. Ce qui n'est aujourd'hui qu'un rêve sera demain une réalité.